Bonjour, je m'appelle Ricardo Lenga. Je vous présente l'émission Les Archives du Monde sur Kako FM, la 97.2 MHz. Libumanga Black derrière la caméra, assisté par Didi Diamunyumana, et Gabriel Mupenda est à la partie technique. Et dans ce studio, je suis avec l'historien Dani Kayeye, historien à l'Institut de Goma, dit Instigo, et assistant dans plusieurs universités et instituts supérieurs du Nord Kivu et du Sud Kivu. Historien Dani Kayeye, bonjour. Bonjour Monsieur Ricardo. Bonjour à tous les auditeurs de Kako FM 97.2. Bonjour à tous les enseignants de la ville de Goma qui nous captent à pareil moment. Bonjour à tous les élèves. Bonjour à tous les commerçants. Bonjour à tous les monteurs. Bonjour à toutes les autorités de la province du Nord Kivu et du Sud Kivu qui nous captent à pareil moment. Nous les révisons. Bonjour. Historien Dani Kayeye, plusieurs actualités tout au long de cette semaine. Avant de commencer cette émission, quel est votre avant-goût informationnel? Merci beaucoup Monsieur Ricardo. Mon avant-goût informationnel, je ne peux pas ignorer les négociations qui se déroulent à Doha entre le gouvernement de Kinshasa et les révolutionnaires du M23. Nous souhaitons que ces négociations aboutissent, n'est-ce pas, en faveur de la population de l'Est de la République démocratique du Congo, meurtrie par plus de 30 ans de guerre. Aujourd'hui, nous avons une thématique très capitale, spéciale Muammar Kadhafi, sa vie, son règne et sa mort. Mais avant de décapsuler cette émission ou entrer dans le vif de cette émission, écoutons d'abord l'hymne national de la Libye et puis on va rentrer. Historien Dani Kayeye, c'était l'hymne national de la Libye. Historien Dani Kayeye, est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord la Libye dans le temps et dans l'espace? Merci beaucoup Monsieur Ricardo, surtout qu'aujourd'hui nous développons une grande thématique, les derniers jours du colonel Kadhafi, l'homme qui a été abattu par les puissances occidentales, nous nous rappelons en 2011. Au fait, la Libye c'est un grand pays, Monsieur Ricardo, très riche en pétrole et en gaz, c'est un pays de l'Afrique du Nord, constitué à plus de 90% par des déserts. Et c'est un pays très riche, comme je le disais, en gaz et en pétrole. Et c'est parmi les éléments qui avaient amené les puissances occidentales, M. Ricardo, à intervenir militairement, n'est-ce pas, en 2011, et éliminer les colonels Kadhafi. Au fait, la Libye partage ses frontières avec 6 pays. 6 pays. 6 pays, à savoir, il y a l'Égypte, il y a le Soudan, il y a le Tchad, il y a le Niger, il y a l'Algérie, il y a également la Tunisie. Sa superficie est de 1 759 540 km². La population libyenne en 2024 est estimée à 7 381 000 habitants. La capitale de la Libye, c'est Tripoli. Et l'hymne national de la Libye, M. Ricardo, que les gens viennent d'entendre tout de suite, s'appelle Libya, 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 3 fois. Également, cet hymne national libyen est connu sous les titres de Ya Beladi. Ya Beladi qui signifie Oh mon pays. Oh mon pays. Oh mon pays. Donc voici en bref la présentation d'un grand pays de l'Afrique du Nord, la Libye, du colonel Muammar al-Kadhafi. Dani Kayeye pour éventrer les boas, aujourd'hui dans ce studio de la radio Kako FM, la radio à 4 lettres. Dani Kayeye, qui est Kadhafi, une figure emblématique de l'Afrique? Merci beaucoup, monsieur Ricardo. Vous savez, le colonel Muammar Kadhafi est né le 7 juin 1942 à Sirte et il est mort le 20 octobre 2011 à l'âge de 69 ans. Au fait, le colonel Kadhafi, il a régné sur la Libye de 1969 en 2011, n'est-ce pas? Il a fait plus de 40 ans à la tête. Le colonel Kadhafi, comme je le disais, il est né d'une famille pauvre, bédouine, d'une famille pauvre bédouine dans le désert libyen. Et il était d'une famille
modeste, c'est-à-dire pauvre. Il était issu d'une famille de 9 enfants. Et qu'est-ce qui se passe, monsieur Ricardo? Dans son jeune âge, le colonel Kadhafi arrive au pouvoir à l'âge de 27 ans. À l'âge de 27 ans. 27 ans. Il arrive au pouvoir le 1er septembre 1969. À l'âge de 27 ans. À 27 ans seulement. 27 ans. Kadhafi, il avait le grade de capitaine à l'époque. Un capitaine. Il était capitaine. C'est ici aujourd'hui au Congo où les gens jouent avec des grades. Il était capitaine. Et là, il venait de renverser le roi Idrissa Ier, qui était trop malade, qui était allé se faire soigner dans un pays appelé la Turquie, le pays de Erdogan. C'est lui l'actuel président, n'est-ce pas, de la Turquie. Le roi Idrissa Ier, comme je le disais, renversé par le Kadhafi en 69 avec le grade de capitaine à l'âge de 27 ans. Il s'est trouvé en Turquie, dans la ville de Burga, pour des raisons médicales. Il était trop malade. Alors, profitant de son absence, les officiers subalternes, parmi lesquels le capitaine Kadhafi, vont renverser la monarchie d'Idrissa Ier en 69. Et Kadhafi va se rendre à la radio. Il va se proclamer le président de la Jamahiria libyenne. La Jamahiria libyenne. La Libye cesse d'être une monarchie dirigée par le roi Idrissa Ier depuis 69 et devient une république. La république Jamahiria libyenne, dirigée par un jeune capitaine à l'âge de 27 ans. Je vous dis, monsieur Ricardo, quand Kadhafi arrive au pouvoir en 69, avec bien sûr la bénédiction des puissances occidentales. Encore une fois, là je parle de la France, je parle des États-Unis d'Amérique, qui vont aider Kadhafi. Nous sommes dans le contexte de la guerre froide, et qui vont aider Kadhafi à prendre le pouvoir et mettre fin ou enterrer définitivement la monarchie du roi Idrissa Ier, qui était trop malade, qui était en Turquie pour des raisons médicales. Dani Kayeye, pourrait-il que le colonel Kadhafi, le guide libyen, était considéré comme un terroriste pour l'Occident, vrai ou faux? Très bien, monsieur Ricardo. Vous savez, le colonel Kadhafi était considéré comme un grand terroriste par les puissances occidentales. Pourquoi? Pour que, le colonel Kadhafi au pouvoir depuis 1969, une fois au pouvoir avec la bénédiction des Occidentaux, Kadhafi va se réclamer un grand révolutionnaire. Un grand révolutionnaire dans les pays arabes. Et à cette occasion, le colonel Kadhafi était soutenu par le président Abdel Gamal Nasser, le général égyptien, qui était un grand ami à Lumumba. Trop vite, monsieur Ricardo, le colonel Kadhafi ne va pas hésiter à soutenir des mouvements terroristes, entre guillemets, n'est-ce pas, qui combattaient les puissances occidentales en Afrique. Et pas seulement en Afrique, Kadhafi a soutenu des mouvements terroristes en Europe. Là, je parle de IRA, armée républicaine irlandaise. Nous sommes en Europe du Nord. Kadhafi va fournir des armes aux Irlandais. Il va fournir des explosifs à ces groupes pour lutter contre la présence des Britanniques en Irlande. Vous savez, les Irlandais ont été... C'est une partie de l'Angleterre. Kadhafi va soutenir également la Brigade Rouge. C'est un mouvement terroriste qui a existé en Italie et qui soutenait la mafia. Et c'est un mouvement qui a assassiné beaucoup de dirigeants politiques en Italie. À part ça, le colonel Kadhafi a soutenu de grands mouvements terroristes en Afrique. Là, nous parlons de El Shabab. Là, nous sommes en Somalie. Kadhafi va soutenir Boko Haram. Là, nous sommes au Nigeria. Kadhafi va soutenir beaucoup de mouvements terroristes en Afrique, en Amérique, en Europe et en Asie. C'était un grand révolutionnaire, terroriste, entre guillemets, par les puissances occidentales. Mais qu'est-ce qui a coûté la vie au colonel Kadhafi, monsieur Ricardo? Vers les années 1980. Nous sommes plus précisément en 1988, quand les terroristes
des agents de renseignement libyens, parmi lesquels le beau-frère du colonel Kadhafi, vont exploser un avion, n'est-ce pas, du vol AM-103. AM-103 au-dessus du Niger. Au-dessus du Niger. Et cette explosion a coûté la vie à 270 personnes. 270 personnes. Dont 189 Américains. Ça, c'était un avion de la compagnie Panam, je m'excuse, n'est-ce pas, au-dessus de Lockerbie, c'est en Écosse. Les attentats de Lockerbie. C'est en Écosse. Là, nous sommes en 88 et il y aura 270 personnes tuées, dont 189 Américains. Sur 270 personnes tuées, il y avait 189 Américains dans cet avion. Ah bon? L'attentat de Lockerbie au-dessus de l'Écosse dans le vol Panam 103. Et c'est cet acte-là qui avait amené les Américains à placer Kadhafi sur la liste noire, soutenant des mouvements terroristes dans le monde. Et Kadhafi était isolé sur le plan international. Mais ça, c'est 88. En 89, les terroristes libyens encore vont exploser un avion de la compagnie UTA. C'est une compagnie française. Dans cet avion, il y avait 170 personnes tuées. 170 personnes tuées, et la majorité étaient des Français qui étaient tués dans cet avion. Là, nous sommes au-dessus du Niger. C'est en Afrique. C'est des attentats de Lockerbie et l'attentat au-dessus du Niger va placer Kadhafi sur la liste des puissances occidentales comme un terroriste qu'il fallait isoler sur le plan international. Et Kadhafi a eu des sanctions. Mais qu'est-ce qui a fait vivre Kadhafi, M. Ricardo? C'est l'argent. Kadhafi était multimilliardaire. Il est mort, il a laissé plus de 150 milliards de dollars, mais qui n'existait plus. La Libye, il a géré un pays pendant 42 ans. 42 ans au pouvoir. Il a dirigé la Libye avec une main de fer. Tous les opposants étaient écrasés. Donc il était lui-même le chemin, la vie et la vérité. Et tout celui qui osait s'opposer à son régime, il était immédiatement assassiné ou fusillé. Et celui qui échappait, il s'exilait soit en Europe, soit en Asie, soit en Amérique. Et c'est comme ça que Kadhafi, n'est-ce pas, a été considéré par les puissances occidentales comme un grand terroriste. Parce que Kadhafi, lui, il luttait contre l'impérialisme occidental en Afrique, et notamment l'impérialisme américain en Afrique. Voilà pourquoi Kadhafi a soutenu de grands mouvements révolutionnaires en Afrique. Kadhafi a joué aussi un rôle très capital, n'est-ce pas, dans ce que vous appelez les mouvements de résistance en Angola. Quand Jonas Savimbi, soutenu par les puissances occidentales, voulait faire tomber le régime d'Eduardo dos Santos en Angola, qui était un mouvement soutenu par des pays communistes, mais aussi Kadhafi a joué un rôle très important au Mozambique, à l'époque d'un certain Samora Machel, qui est mort en 1986 dans un accident d'avion. Kadhafi a soutenu, n'est-ce pas, les mouvements de résistance mozambicaine dirigée par Alfonso Dhlakama. Donc, bref, le colonel Kadhafi, c'était un grand révolutionnaire. Mais aussi, M. Ricardo, les gens qui nous captent à pareil moment sur Kako FM 97.2 doivent savoir que Kadhafi a joué un rôle très capital dans ce qu'on appelle la restructuration de l'organisation de l'unité africaine, que les gens appellent aujourd'hui Union africaine, UA, depuis les années 2002. Kadhafi voulait rendre l'Afrique un paradis du modèle de l'Union européenne. Il voulait que l'Afrique ait une armée continentale comme l'armée de l'Union européenne, comme l'armée américaine, l'armée russe, l'armée chinoise. Kadhafi voulait que les Africains aient une monnaie unique. Comme l'euro en Europe, comme les dollars aux États-Unis d'Amérique, comme les yens au Japon, n'est-ce pas? Il voulait que les Africains aient un parlement continental comme le Parlement européen basé qui siège à Strasbourg, à l'ouest de la France, à la frontière avec l'Allemagne. Kadhafi avait une vision, et cette manière d'avoir une grande vision, M. Ricardo, sur cette planète des hommes, sur le continent noir, a poussé les Occidentaux à les qualifier de terroristes. Au fait,
Kadhafi, on l'appelait terroriste, mais dans d'autres pays, on l'appelait révolutionnaire. Ce sont les pays occidentaux qui les qualifiaient de terroristes, mais d'autres révolutionnaires africains les qualifiaient de grands révolutionnaires, de grands patriotes panafricains. Dani Kayeye, pourquoi le colonel Kadhafi avait-il décidé de prendre le pouvoir? Merci beaucoup, monsieur Ricardo. Pourquoi le colonel Kadhafi, ça c'est une très bonne question, avait décidé de prendre le pouvoir? Vous savez, le roi Idrissa Ier arrive au pouvoir. Et quand il arrive au pouvoir, il va compter, il va appliquer ce qu'on appelle le népotisme, le tribalisme, le colonisme. Tu n'es pas de son village, tu n'as pas droit au chapitre. Tu n'es pas de son terroir, tu n'as pas droit à un poste. Vous êtes écarté directement. Vous êtes écarté et les opposants étaient figés. Surtout, si tu n'es pas de sa région natale, ça devient un problème. C'est parmi les éléments qui ont amené le colonel Kadhafi et d'autres officiers subalternes de l'armée libyenne à prendre le pouvoir. C'est puisque le roi Idrissa Ier de la Libye, lui, il ne voyait que sa propre région, ses propres frères. On ne peut pas diriger un pays, monsieur Ricardo, en se basant sur une seule tribu, en se basant sur une seule ethnie. Et c'est ce qui a poussé ces révolutionnaires, n'est-ce pas? À l'âge de 27 ans, Kadhafi, soutenu par d'autres officiers subalternes de l'armée libyenne, vont prendre le pouvoir le 1er septembre 1969 avec la bénédiction des puissances occidentales. Il était encore très petit. Trop jeune. Et moi, je vous dis, monsieur Ricardo, quand il arrive au pouvoir, le colonel Kadhafi était considéré comme un messie. Un messie. Comme un messie. Comme les gens qui voyaient Jésus. Quand Jésus venait, n'est-ce pas, il venait libérer les peuples qui étaient opprimés par les Romains. Et c'est comme ça que Kadhafi sera considéré un messie. Et Dieu merci, monsieur Ricardo, c'est vrai, on ne peut pas être bon à 100%, mais le colonel Kadhafi, c'est qu'il a fait de la Libye. Et la Libye, à l'époque de Kadhafi, c'était un paradis. Il y avait des restaurants officiels de l'État. Partout. Partout, vous êtes affamé, vous entrez, vous mangez. Et à la fin du mois, le gouvernement vient payer des factures. Il y avait des hôpitaux, des standards internationaux. Vous êtes malade, vous allez à l'hôpital. Avec des docteurs formés en Europe, formés aux États-Unis, formés en Asie. Des bons docteurs, bien formés. Vous êtes malade, vous allez dans des hôpitaux de l'État. C'est l'État qui paye la facture, n'est-ce pas? Il y avait des robinets partout. Vous avez soif. Il y avait des robinets, des sucrés partout. Des sucrés partout. Des sucrés partout. Est-ce que c'est vrai, historien Dani Kayeye? C'est très vrai. Vous voulez faire un projet. Le gouvernement libyen devait vous faire au moins 5000 dinars. C'est plus que 5000 dollars, n'est-ce pas? Comme contribution. Vous avez un petit projet que vous voulez faire. Un petit projet. Par exemple, vous voulez élever les poules, faire un poulailler. Vous vous adressez au gouvernement libyen. Le gouvernement libyen vous aide. Vous donne des aides à ne pas rembourser. Donc, pour Kadhafi, tous les étudiants libyens avaient chacun un véhicule. Un véhicule. Un véhicule. Chaque étudiant. Chaque étudiant. S'il y avait 10 000 étudiants, chaque étudiant avait un véhicule. Et chaque étudiant avait droit de 10 litres de carburant par jour. 10 litres de carburant. 10 litres de carburant donnés par le gouvernement. Donc, bref, la Libye, c'est un paradis. Un paradis sur terre. Un paradis sur terre. Par rapport à d'autres pays, n'est-ce pas, africains, par rapport à d'autres pays, même européens, même asiatiques, même latino-américains, la Libye était un paradis, n'est-ce pas? Vous savez, monsieur Ricardo, les Occidentaux, quand vous avez des problèmes avec eux, et s'ils veulent vous écarter du pouvoir, ils vous accusent, ils vous collent l'étiquette terroriste. Et là, si on vous colle cette étiquette terroriste, là, vous n'avez pas de chance. Vous êtes poursuivi. Et voilà les contextes dans lesquels le colonel Kadhafi a pris le pouvoir pour redresser, pour améliorer l'économie de la Libye qui était déjà par terre à cause du népotisme, à cause du tribalisme, à cause du régionalisme orchestré par le roi Idrissa Ier. Fidèles auditeurs, restez avec nous sur Kako FM, la 97.2 MHz. Ensemble, découvrons comment la mémoire de Mouammar Kadhafi continue de vivre parmi nous. One Love. Retour dans ce studio de la radio Kako FM, la 97.2 MHz, après la chanson One Love de Bob Marley. Historien Dani Kayeye, qu'est-ce que nous pouvons retenir et pourquoi on disait que Mouammar Kadhafi, pourquoi on le surnommait guide?
comme un guide. Guide, vous savez, guide, ça signifie quoi? Kofi Olomide a toujours dit suivez les guides. Guide, le colonel Kadhafi, donc tous les Libyens devaient raisonner. Devaient marcher selon les idées du guide, du colonel Kadhafi. Et quand le guide est devant, et tout le monde doit le suivre. Et c'est ça le colonel Kadhafi. Mais pour votre information, monsieur Ricardo, les gens doivent comprendre qu'en Libye, la Libye n'avait pas, à l'époque de Kadhafi, n'avait pas de constitution. La Libye n'avait pas de constitution, ce que vous appelez la loi fondamentale. Kadhafi avait rédigé un livre qu'on a appelé les livres verts. C'est dans ces livres verts qu'il y avait toutes les idées phares du colonel Kadhafi. Tout ce que les Libyens devaient faire, comment le pays devait subsister, c'est tous les défis auxquels le pays devait faire face. Les livres verts du colonel Kadhafi. Mao Tse-tung de la Chine avait écrit les livres rouges. Et moi je vous dis, monsieur Ricardo, en Libye, les gens ne respiraient que par la volonté de Kadhafi. Les guides libyens. Donc tout ce que Kadhafi a fait, lui il disait ceci: la Libye c'est un pays très riche en pétrole, en gaz. Et Kadhafi disait toutes ces richesses que la Libye regorge doivent profiter avant tout au peuple libyen. Et moi, je vous dis, monsieur Ricardo, aujourd'hui la Libye est à feu et à sang. À feu et à sang. À feu et à sang, il y a des mouvements terroristes partout en Libye. Quand vous allez peut-être dans la deuxième ville de la Libye, appelée Benghazi, avec le général Haftar, soutenu par des puissances occidentales. Et c'est par là que la rébellion a commencé à l'est de la Libye, dans la ville de Benghazi, avec le général Haftar. Quand vous allez maintenant à Tripoli, il y a un autre gouvernement. Il y a deux gouvernements en Libye. La Libye aujourd'hui est à feu et à sang. Tous les grands terroristes, tous les grands mercenaires venus d'Asie, venus d'Europe, venus d'Afrique, vous les retrouvez en Libye, à la recherche du travail. Comme il y a beaucoup de chômage en Afrique, ils sont là-bas comme des mercenaires. Ils sont en train de se battre. C'est aujourd'hui maintenant que le peuple libyen, monsieur Ricardo, commence à regretter l'erreur commise en 2011 en complotant avec les puissances occidentales pour éliminer le colonel Kadhafi. C'est aujourd'hui, on dit souvent que la souffrance éduque mieux que le conseil. Les Libyens comprennent qu'ils avaient commis une erreur grave en se ralliant derrière les Occidentaux pour renverser le colonel Kadhafi. C'est vrai, on ne peut pas être parfait à 100%. Non. Mais les Libyens aujourd'hui, la majorité des Libyens est en train de fuir le pays. Il y a beaucoup de Libyens qui sont en train de chavirer dans la mer Méditerranée. Ils sont en train de quitter le pays en masse vers l'Europe. Avec les embarcations de fortune. Avec des fortunes. Mais aussi, on vous dit, aujourd'hui, selon les organisations internationales, monsieur Ricardo, la mer Méditerranée est qualifiée de cimetière ouvert. Cimetière ouvert. Aux Africains. Aux Africains. Les Africains qui sont en train de quitter l'Afrique. Ils sont en train de fuir des guerres. Ils sont en train de fuir la famine. Ils sont en train de fuir des multiples tracasseries sur tous les plans. Ils sont en train de fuir. Mais, si nous revenons un peu sur Simon Kimbangu, monsieur Ricardo, Simon Kimbangu avant sa mort en 1951, il avait dit qu'à une certaine période, les Noirs commenceront à quitter l'Afrique pour se diriger vers l'Europe en traversant la mer Méditerranée, soi-disant à la recherche d'une meilleure vie. Mais Simon Kimbangu avait prédit que tous ces Noirs, n'est-ce pas, qui seront en train de fuir l'Afrique vers l'Europe, la majorité finira par périr dans la mer Méditerranée. Et c'est arrivé. C'est arrivé. Donc moi je vous dis, la mer Méditerranée est appelée le cimetière ouvert par les organisations des droits de l'homme. Parce qu'on a compris qu'avec les guerres qui se vivent en Afrique, presque l'Afrique est secouée par des guerres, misère, famine. Les gens sont en train de quitter. Alors que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, monsieur Ricardo. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique, c'est un continent très riche. Mais les Africains restent les hommes les plus pauvres de la planète. Et Kadhafi était allé très loin, monsieur Ricardo. Il est allé très loin en disant à ses collègues chefs d'État africains, à l'époque, avant sa mort, nous sommes vers les années 1980, 2000, n'est-ce pas? Le colonel Kadhafi ne cessait à demander à ses homologues africains, d'autres présidents, de se mettre ensemble, puisque l'Afrique a tout. L'Afrique a des minéraux,
L'Afrique a des forêts, l'Afrique a le pétrole, l'Afrique a le gaz, l'Afrique a tout. Et le colonel Kadhafi ne cessait de demander à ses homologues de se mettre ensemble, de former ce qu'on appelle les États-Unis d'Afrique. Les États-Unis d'Afrique. Les États-Unis d'Afrique. Et c'est dans ce cadre-là que le colonel Kadhafi a mis la main à la poche pour réformer ce que vous appelez l'Union africaine en 2002. Ça, c'est l'œuvre du colonel Kadhafi. Il y a des pays africains qui n'étaient même pas en mesure de payer leurs cotisations au niveau de l'Union africaine, M. Ricardo. Mais la Libye, Kadhafi mettait la main à la poche pour payer, n'est-ce pas, les cotisations de ces pays africains-là qui étaient incapables de payer leurs cotisations. Mais Kadhafi avait une vision panafricaine, une vision, n'est-ce pas, panafricaine. Il voulait que l'Afrique soit unis, que les dirigeants africains se mettent ensemble pour barrer la route à l'impérialisme occidental qui était en train de gangréner l'Afrique. Malheureusement, parmi les gens qui ont comploté contre le colonel Kadhafi, il y a aussi certains leaders africains. Des leaders africains qui n'étaient pas d'accord avec la politique du colonel Kadhafi, et tout ça soutenu par des puissances occidentales qui ne voulaient pas voir l'Afrique devenir les États-Unis d'Afrique, avec une seule armée continentale, avec un seul parlement comme le Parlement européen, avec une seule monnaie qu'on appelle la monnaie africaine. Mais aussi, M. Ricardo, Kadhafi est allé très loin. Kadhafi proposait aux chefs d'État africains qu'on puisse créer ce qu'on appelle la BA, la Banque africaine, pour remplacer la Banque mondiale. Et il avait encore proposé de créer ce qu'on appelle le FMA, Fonds monétaire africain, qui remplacerait le FMI, le Fonds monétaire international. Kadhafi avait compris que les pays africains n'avancent pas, ne se développent pas à cause des dettes et des dettes. Les pays africains sont surendettés. Ils ne peuvent pas se développer avec des dettes et des surdettes. Et Kadhafi leur disait, au lieu de demander des crédits dans des banques occidentales, créons nos propres banques africaines, n'est-ce pas, avec moins d'intérêt. Mais est-ce qu'il a été compris? Il n'a pas été compris. Il a été zigouillé. Il a été zigouillé en 2011. Et voilà aujourd'hui, l'Union africaine n'avance pas, parce que Kadhafi jouait un rôle très capital, même au niveau financier, dans cette organisation. Aujourd'hui, maintenant, l'Afrique est à feu et à sang. Et Dani Kayeye, actuellement, quel est le rôle de l'Union africaine après le départ? Merci, monsieur Ricardo. Vous savez, l'Union africaine a été créée à Addis Abeba en 1963. En Éthiopie. En 63, en Éthiopie. Maintenant, en 2002, l'organisation sera reformulée pour devenir Union africaine sous Kadhafi en 2002. Mais moi, je vais vous dire, monsieur Ricardo, l'Union africaine, c'est parmi les organisations les plus faibles de la planète. Toutes ces guerres, il y a eu génocide au Rwanda en 1994. Les gens sont en train de mourir à l'est du Congo. Les gens sont en train de mourir au Soudan, du Sud et du Nord. Les gens sont en train de mourir au Libéria. Les gens sont en train de mourir partout en Afrique. Les gens sont en train de mourir dans la mer Méditerranée. Ils sont en train de mourir noyés. Ils sont en train de fuir la misère en Afrique. Alors que l'Afrique, c'est un continent très riche. L'Union africaine ne dit rien. Donc l'Union africaine n'est pas différente de la Ligue arabe. Regardez ce qui se passe à Gaza, entre Israël et le Hamas là-bas. Ce qui s'est passé entre l'Iran et Israël. Ce qui se passe entre la Syrie et Israël. Les Liban et Israël. La Ligue arabe est là. Mais la Ligue arabe, c'est une organisation arabe faible qui ne fait rien, qui ne joue aucun rôle sur le plan international. Par contre, et l'Union africaine et la Ligue arabe, ces organisations n'existent que sur le papier. Sur le papier, n'est-ce pas? Mais sur le plan pratique, ces organisations sont quasi absentes. Sont vides. Presque. On parle de l'autre côté de la technique avec Gabriel Mopenda qui va nous balancer ses documentaires rares. Muammar Kadhafi, notre meilleur ennemi. Après ces documentaires Muammar Kadhafi, notre meilleur ennemi, fidèles auditeurs auditrices de la radio Kakou FM, la radio à 4 lettres, nous sommes au 09 93 63 54 et 68.
vous voulez poser vos questions en direct dans ce studio. Nous sommes en direct et sommes pas en différé. Nous sommes au 09 93 63 54 et 68. Historien Dani Kayeye, nous venons d'écouter, de suivre les documentaires rares de Muammar Kadhafi. Pourquoi le guide libyen Muammar Kadhafi avait tiré sur son peuple avec des armes lourdes? Merci beaucoup. Vous savez, monsieur Ricardo, quand la rébellion commence à Benghazi, nous sommes en 2011, à Benghazi, en Libye, il n'y avait pas de rébellion. Il n'y avait pas de rébellion. C'était une chose fomentée par l'Occident, puisque pour les Occidentaux, Kadhafi c'était un terroriste, il fallait le renverser, il fallait le chasser du pouvoir. Mais voilà pourquoi Kadhafi avait compris que certains Libyens l'avaient trahi. Et c'est comme ça qu'il n'avait pas hésité d'utiliser des armes lourdes contre des Libyens que lui qualifiait de traîtres à la solde ou au service de l'Occident. C'est comme ça qu'il a utilisé ces armes lourdes contre sa propre population. Et l'Occident va sauter sur l'occasion, n'est-ce pas, pour lui régler des comptes. Mais aussi, si nous rentrons un peu en arrière, monsieur Ricardo, les gens sont en train de suivre ces documentaires de Kadhafi. Kadhafi, notre ennemi. Quand il arrive au pouvoir en 69, il était très jeune, c'était un petit, 27 ans. 27 ans. Mais dans son premier discours, tu vois comment les gens l'avaient accueilli en sauveur. Puisque le roi Idrissa Ier était au service des Occidentaux. Pour Kadhafi, acquis aux idées marxistes, n'était pas d'accord avec sa politique. C'est comme ça qu'il est soutenu par certaines puissances occidentales et par le peuple libyen. Il va renverser la monarchie en 1969. Mais aussi, M. Ricardo, les gens doivent savoir que quand Kadhafi prend la parole pendant ces temps-là, il y avait deux grandes bases militaires en Libye. Des grandes bases militaires. Il y avait la base militaire américaine, parce que les Américains voulaient mettre la main sur les richesses de ces pays-là, mais aussi il y avait une base militaire britannique. Ah bon? Britannique. Pour le colonel Kadhafi, il fallait à tout prix chasser ou démanteler ces bases américaines et britanniques qui étaient dans le pays. Et c'est ce qu'il est parvenu à faire. Kadhafi est parvenu à chasser ou à démanteler ces bases militaires américaines et britanniques qui étaient dans le pays. Puisque Kadhafi, lui, il disait aux Libyens qu'il fallait que les Libyens vivent librement, pas sous le joug de puissances occidentales. Kadhafi, dans son entendement, M. Ricardo, lui ne voulait pas entendre parler de l'impérialisme, n'est-ce pas, occidental, notamment américain, dans son pays. Il voulait, voilà pourquoi on l'appela révolutionnaire, le chef de la Jamahiria libyenne. Et voilà pourquoi, en d'autres termes, les Libyens l'appelaient les guides de la révolution libyenne. Comme je disais, la Libye n'avait pas de constitution, mais il marchait selon les idées de Kadhafi, car Kadhafi avait écrit un livre qu'on appelle les livres verts, n'est-ce pas? C'est dans un livre qu'on trouvait les idées phares, n'est-ce pas, de colonel Kadhafi, et les gens devaient marcher, les Libyens devaient marcher, respirer, manger selon les idées du guide libyen, le colonel Muammar Kadhafi. Dani Kayeye, comment s'étaient déroulés les événements tragiques libyens? Vous savez, monsieur Ricardo, quand vous parlez des événements tragiques libyens, là nous parlons de l'éclatement de la guerre en Libye, n'est-ce pas? Tout commence quand, monsieur Ricardo? Tout commence en février 2011. En février 2011. 2011, n'est-ce pas? Quand la Libye fut plongée, n'est-ce pas, dans une guerre civile opposant les troupes gouvernementales du colonel Kadhafi et les rebelles. Là, nous sommes dans la province de Benghazi. Benghazi, nous sommes dans la partie est de la Libye. Mais les gens doivent comprendre, M. Ricardo, que pour les puissances occidentales, Kadhafi était un terroriste. Il soutenait des mouvements terroristes en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, tout ça. Et avec l'explosion de l'avion de la compagnie Panam en 88 par deux agents libyens, parmi lesquels les beaux-frères du colonel Kadhafi, le bilan était catastrophique. 270 personnes tuées. Au-dessus de Lockerbie, nous sommes en Écosse, n'est-ce pas? Parmi ces 270 personnes tuées, il y avait 189 Américains tués. 189 Américains tués sur 270. Et en 89, une année après, il y a un avion de la compagnie UTA de la France qui explose au-dessus du désert de Ténéré. Nous sommes au Niger.
170 personnes sont tuées. Encore des Français. La majorité, la plupart des passagers étaient des Français. Et Kadhafi sera mis sur le banc de touche par la communauté internationale. Kadhafi sera qualifié de terroriste international. Alors, pour mettre fin à cette histoire, c'est comme ça que la rébellion éclate en 2011 dans la ville de Benghazi. Mais ces rebelles libyens, M. Ricardo, étaient soutenus par l'OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et c'est l'OTAN qui avait tué Kadhafi. L'OTAN, puisque ces rebelles libyens n'avaient pas la puissance militaire, n'est-ce pas, des techniques de guerre capables de renverser le régime de Kadhafi. Mais Kadhafi avait compris, n'est-ce pas, et c'est pour cela qu'il avait tiré avec des armes lourdes sur des Libyens, ses compatriotes, mais que lui qualifiait de traîtres au service de l'Occident. Et en août 2021, la capitale Tripoli tombe entre les mains des rebelles, M. Ricardo. Ça tombe entre les mains des rebelles libyens soutenus par l'OTAN. À l'époque, c'était à l'époque du président Sarkozy, Obama, n'est-ce pas, et l'Angleterre était dans la danse, n'est-ce pas. Le fait de voir la capitale tomber entre les mains des rebelles soutenus par l'OTAN, la plus grande organisation militaire de la planète. Et c'est ça que Poutine est en train de redouter, n'est-ce pas? Le colonel Kadhafi va fuir la capitale. Il va fuir la capitale. Il va fuir la capitale Tripoli. Il va se réfugier dans sa ville natale appelée Sirte, au bord de la mer Méditerranée. Mais la France va dépêcher le porte-avions appelé Charles de Gaulle, le plus grand porte-avions français, Charles de Gaulle, au large de la mer Méditerranée. Et ces porte-avions étaient en train de surveiller minute par minute les mouvements du colonel Kadhafi dans sa ville natale de Sirte. Donc les carottes étaient déjà cuites. Il fallait maintenant les consommer. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Les villes vont tomber les unes après les autres comme un château de cartes. Ah bon? Les villes vont tomber les unes après les autres comme un château de cartes. Et Kadhafi avait compris que les carottes étaient cuites et Kadhafi s'était retrouvé trop petit dans ses gros souliers. M. Ricardo. Et le 20 octobre 2011, Kadhafi est capturé. Il est capturé. Comme un rat. Par des rebelles. N'est-ce pas? Avec la bénédiction de l'OTAN. Là, nous sommes le 20 octobre 2011, n'est-ce pas? Et c'est vers 8h, heure de Sirte, 15h, heure de Goma, qu'on annonce la mort de Kadhafi. 15h, heure de Goma. 8h, heure de Sirte. Là, nous sommes dans la ville natale de Kadhafi, n'est-ce pas? Le 20 octobre 2011. Kadhafi est capturé. Kadhafi a été humilié, M. Ricardo, n'est-ce pas? Il a été humilié, il a été tué comme un chien. Un grand monsieur. Le grand baobab, le grand coq de l'Afrique du Nord. Le grand baobab est tombé. Kadhafi a été humilié. Les gens ont arraché même ses cheveux sur la tête. Il a été giflé comme un petit enfant. Ça nous rappelle même l'histoire de Samuel Doe, qui a été découpé à la machette. Et son corps, n'est-ce pas, promené dans toute la ville de Monrovia, n'est-ce pas, et les gens venaient en train de danser. Et c'est dans ce contexte, M. Ricardo, que Kadhafi a été tué comme un chien. Par les puissances occidentales. Mais ni était l'intervention de l'OTAN, M. Ricardo, la guerre serait encore là et Kadhafi, peut-être, il serait encore vivant en Libye. Dani Kaye, peut-être l'avant-dernière question. Que vous rappelle la date du 20 octobre 2011 en Libye? La date du 20 octobre 2011, M. Ricardo, comme je le disais, nous rappelle la capture ou les derniers jours du colonel Kadhafi. Et comme nous sommes en train de parler du colonel Kadhafi, n'est-ce pas, sa vie, son règne, sa chute. Kadhafi est mort comme un chien, M. Ricardo. Et tout un grand président qui a régné sur la Libye pendant au moins 42 ans. De 69 en 2011, Kadhafi a fait ce qu'il devait faire pour la Libye. Mais en lingala, on dit Tala merci Papa Saganamboua. Ce que les Libyens ont fait, n'est-ce pas? Ils ont trahi leur maître. Bien qu'on l'accusait de beaucoup de mots, n'est-ce pas? Mais Kadhafi a quand même réorganisé son pays, n'est-ce pas? C'est un pays désertique, mais presque toutes les maisons avaient des robinets. Il a créé un canal de plus de 2000 km depuis la mer Méditerranée jusqu'en Libye.
Donc il a donné de l'eau à tout le monde, même si c'était un pays désertique. Et Kadhafi, le 20 octobre 2011, nous rappelle la capture et la mort du colonel Kadhafi, zigouillé par les rebelles, soutenu par l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, la plus grande organisation militaire qui n'a jamais existé sur cette planète Terre, l'OTAN. Et Kadhafi a été tué comme ça. Il est mort comme il a vécu. Et il avait 10 enfants, M. Ricardo. 10 enfants. Parmi ces 10 enfants, il y a 5 qui étaient morts dans les bombardements de l'OTAN. Ah bon? Kadhafi était cuit comme une carotte. Donc, Kadhafi ne pouvait pas respirer. Partout où il allait, il y a des drones américains qui les surveillaient. Des drones. Ces mouvements de gestes étaient contrôlés. Contrôlés par les drones américains. Mais aussi, il y a les avions de l'OTAN. Il suffisait seulement de détecter seulement. Puisque quand Kadhafi commençait maintenant à fuir, n'est-ce pas, la ville de Tripoli vers Sirte chez lui, il était détecté par un drone américain. Les avions de l'OTAN l'ont repéré. Ils ont bombardé le convoi. Kadhafi ne savait plus quoi faire. Et Kadhafi, moi je vous dis, il a été capturé par les rebelles. On a arraché ses cheveux sur la tête. Il a été giflé. Les guides libyens humiliés. Il est mort comme un chien. Ça nous rappelle Samuel Doe, monsieur Kadhafi. Et si ce n'est pas un secret, qu'est-ce que les Africains peuvent retenir par rapport à l'Union africaine? Merci beaucoup, monsieur Ricardo. Vous savez, par rapport à l'Union africaine, nous, les Africains, doivent comprendre et savoir ou se rappeler que le colonel Muammar Kadhafi de la Libye, même s'il a été assassiné en 2011 par l'OTAN, Kadhafi a joué un rôle très capital dans la restructuration de l'Union africaine créée en 1963 à Addis Abeba en Éthiopie. Au fait, M. Ricardo, c'est le colonel Kadhafi, s'inspirant des idées d'un Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana, Emery Patrice Lumumba, Jomo Kenyatta du Kenya, Mwalimu Julius Nyerere de la Tanzanie, Modibo Keïta du Niger, Abdel Gamal Nasser, le président égyptien, n'est-ce pas, qui ne cessait de prôner les États-Unis d'Afrique. Et Kadhafi est l'un de ces présidents-là qui prônait les États-Unis d'Afrique, n'est-ce pas. Il voulait que l'Afrique ait une armée continentale du type armée américaine ou l'armée de l'Union européenne. Kadhafi demandait à ses homologues africains de créer un parlement africain, n'est-ce pas, de créer une monnaie unique du type euro pour les Européens, du type dollar pour les Américains. Mais aussi, il est allé très loin en proposant à ses homologues africains de créer 2 banques. La banque africaine pour remplacer la Banque mondiale et le FMA, Fonds monétaire africain, pour remplacer le FMI, pour que les Africains n'aillent plus contracter des dettes qui pèsent sur leurs économies en Afrique et qui empêchent le développement des pays africains. Il voulait que les Africains dépendent des Africains eux-mêmes. Mais Kadhafi est allé très loin également, n'est-ce pas? Il voulait créer un passeport africain. Un passeport africain. Passeport africain. Donc, tout diplomate africain devait voyager avec ses passeports, n'est-ce pas? Comme en Europe, on parle de l'espace Schengen. Kadhafi avait une vision pour l'Afrique. Mais malheureusement, parmi les gens qui ont trahi Kadhafi, M. Ricardo, il y a aussi ses homologues africains qui l'ont trahi. Puisque Kadhafi avait une vision, et cette vision sur l'Afrique, sur la transformation de l'Afrique, avait fait trembler le monde occidental. Voilà pourquoi, M. Ricardo, les Occidentaux ne pouvaient pas laisser Kadhafi en vie, puisque ses idées, n'est-ce pas, faisaient trembler ou allaient révolutionner la vie de tous les Africains. Voilà pourquoi il fallait à tout prix les liquider. Et le 20 octobre 2011, à 8h heure de Sirte, 15h heure de Goma, Kadhafi est capturé par les rebelles libyens, soi-disant les rebelles libyens, soutenus par l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et c'est dans ce contexte-là, M. Ricardo, que le colonel Kadhafi est mort. Mais les gens qui savent analyser, ils disent ceci, Ricardo: Kadhafi n'est pas mort.
mais les petits Kadhafi existent. Il y a des gens qui ont des idées dans leur tête. Là, on parle de Traoré. On parle de Traoré, n'est-ce pas, aujourd'hui, Traoré du Burkina Faso. On parle d'Assimi Goïta, là nous sommes au Mali. On parle d'autres grands révolutionnaires qui ont une vision pour l'Afrique, qui ont compris qu'avec l'impérialisme, on ne peut pas avancer, puisque les pays occidentaux ne peuvent pas souhaiter que l'Afrique se relève. Confère France Fanon, cet Algérien-là qui disait « L'Afrique a la forme d'un revolver ». Mais la gâchette se trouve au Congo. France Fanon, cet Algérien, voulait montrer à la face du monde que si une fois l'Afrique se développe, c'est tout le continent qui va rayonner et le monde entier va rayonner à partir de l'Afrique. Car le continent africain reste parmi les continents les plus riches au point de vue potentialité sur cette terre des hommes. Il nous suit depuis le quartier Kasika. Lui, c'est le docteur Changwe qui vous dit félicitations, historien Dani Kayeye. Nous vous suivons 5 sur 5 dans le quartier Kasika. Nous sommes appelés des 500 messages, historien Dani Kayeye. Combien? 500 messages par rapport à cette émission d'aujourd'hui. Donc c'est une thématique très importante. Très importante. Je vois que les auditeurs, ils sont vraiment scotchés sur 97.2 Kako FM. Plus de 500 messages. Plus de 500 messages. C'est pas possible. C'est pas possible. 500 messages. Il y a quelqu'un qui est à ma bangassi, il s'appelle Alain Zenza. Il vous suit avec beaucoup de gens. Il vous dit ceci, historien Dani Kayeye. Que peut-on retenir de la leçon morale par rapport au guide libyen Muammar Kadhafi? Merci beaucoup, monsieur Ricardo. Ce que nous pouvons retenir comme leçon morale. Vous savez, le colonel Kadhafi arrive au pouvoir en 69 à l'âge de 27 ans. C'est un grand révolutionnaire. Il a bien dirigé son pays malgré que les autres l'appelaient dictateur. Mais moi, je vais vous dire, n'est-ce pas, le colonel Kadhafi a tout fait pour que son pays soit ce qu'il a été. Mais aussi, le colonel Kadhafi a joué un rôle très capital, monsieur Ricardo, dans la restructuration, dans la refondation de l'Union africaine. Et moi, je demande aux peuples africains, n'est-ce pas, en général, de continuer à raisonner dans le cadre ou dans les pas, ou de continuer à évoluer dans les pas du colonel Kadhafi. Parce que c'est quelqu'un qui avait une vision pour l'avenir de l'Afrique et pour l'avenir des Africains. Il y a quelqu'un qui s'appelle aussi Dr Changwe. Il vous a salué en passant. Et nous saluons en passant aussi le Dr Changwe. Il vous pose cette question, le Dr Changwe. Il vous pose la question de savoir quel président africain peut avoir le leadership ou le charisme de Muammar Kadhafi. Celui qui avait ce charisme, c'était le maréchal Mobutu du Zaïre. C'était un grand leader africain, M. Mobutu. Mais aussi, à part ça, il y avait Abdel Gamal Nasser d'Égypte, il y avait Nyerere de la Tanzanie, il y avait Jomo Kenyatta du Kenya, il y avait le premier président du Mali, Modibo Keïta, il y avait Kwame Nkrumah, le premier président de Gold Coast, qu'on appelle le Ghana, n'est-ce pas? Mais le colonel Kadhafi, vraiment, est parmi les grands leaders africains. Mais nous n'avons pas aussi oublié Robert Mugabe du Zimbabwe. C'était un grand panafricain. Kadhafi a fait son rôle. Et Kadhafi n'est pas mort, monsieur Ricardo. Les Africains se souviendront toujours du colonel Kadhafi. Et à Lydia depuis Katoï, elle vous pose cette question, historien Dani Kayeye. Est-ce que nous pouvons changer notre système éducatif par rapport à l'histoire de l'Afrique et de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup, monsieur Ricardo. C'est vrai. Moi, je l'ai toujours dit dans nos émissions que le programme national d'éducation au Congo doit être changé. Puisque le programme que nous enseignons à nos enfants, c'est une fausse histoire. C'est une histoire, n'est-ce pas, calquée au modèle occidental. L'histoire que nous enseignons aux enfants, c'est une histoire qui a été écrite par les colonisateurs. Voilà pourquoi le gouvernement qui nous capte à pareil moment doit tout faire pour falsifier, changer l'histoire, n'est-ce pas, du Congo, et donner, enseigner aux enfants congolais la vraie histoire de notre pays. Souvenez-vous, monsieur Ricardo, d'Emery Patrice Lumumba, qui disait que l'histoire du Congo en particulier, l'histoire de l'Afrique, ne s'écrira pas à Paris, ne s'écrira pas à Washington, ne s'écrira pas à New York, mais l'histoire africaine s'écrira en Afrique
et par les Africains. Il y a Maître Francis Visso qui vous pose cette question. Historien Dani Kayeye, est-ce que c'est vrai Muammar Kadhafi avait la dette de Nicolas Sarkozy? Ah non, par contre, lui, peut-être il a tronqué la question. C'est Nicolas Sarkozy qui avait la dette de 50 millions de dollars de Kadhafi. Puisque c'est Kadhafi, là je crois, si je ne me trompe pas, nous sommes en 2007, c'est le colonel Kadhafi qui avait financé la campagne, n'est-ce pas, présidentielle de Nicolas Sarkozy, le président français, qui est devenu président après, n'est-ce pas? Et c'est parmi ces éléments qui ont fait que Nicolas Sarkozy soit condamné en France, n'est-ce pas? Puisque Kadhafi avait livré 50 millions de dollars pour la campagne de Nicolas Sarkozy. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Les Archives du Monde et sur la radio Kako FM. Aujourd'hui, on parlait de la règne de Muammar Kadhafi jusqu'à sa mort. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Ne ratez pas la rediffusion à 20h juste, heure de Goma.